Yes sir! Salut tout le monde, bon dimanche! Écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour notre préparation de cette semaine parce que ça va brasser beaucoup d'éléments à surveiller cette semaine côté nouvelle économique, côté earnings. On est en plein cœur de la saison. Donc on va regarder ça ensemble, mais avant de commencer, évidemment, petit retour sur la semaine dernière qui a été une semaine en deux temps. C'est un peu qu'est-ce qu'on avait anticipé là. Je mentionnais que lundi, mardi, on n'avait vraiment pas grand-chose qui pouvait devenir intéressant. Et en effet, là, ça a été honnêtement deux deux journées là, des plus difficiles qu'on a eues depuis très longtemps. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire là-dedans. Puis par la suite, mercredi, jeudi, vendredi, ça a été un price action un peu plus clean, pas non plus le plus beau, là, mais il reste qu'on a eu quand même des belles opportunités, autant en pre-market que sinon là, dans notre deuxième sweet spot qui est autour de 10h, 10h30. Des belles runs qui se sont amorcées, mais il reste que c'était quand même un price action dans une fenêtre où ce que personnellement je l'avais mentionné, je ne m'étais pas caché, je m'attendais peut-être à avoir un peu plus de faiblesse la semaine dernière, où ce que finalement cette faiblesse-là n'a pas été capable de se réaliser. On n'a pas vu les éléments qu'on voulait voir pour confirmer cette faiblesse-là. Donc, on ne s'est pas acharné. Sauf que ça fait en sorte que c'était extrêmement complexe de trader ça. Et encore une fois, on va le regarder ensemble, mais tu sais, tout était un peu dépareillé. Là. Il n'y a rien qui travaille ensemble, il n'y a rien qui s'entend. Beaucoup de divergences versus les intermarchés, IS, Nasdaq, le Dow, le dollar US qui est complètement ailleurs, le VIX qui se réalise pas. Donc, tu sais, j'ai passé la semaine à le répéter dans le Discord, puis dans les lives, mais c'est un environnement excessivement dangereux et on l'a vu à plusieurs reprises la semaine passée. En un claquement de doigts, on a effacé des heures et des heures de slow grind up qui ont été effacés comme en deux trois chandelles en 15 minutes. C'est pas un environnement qui est sain, c'est excessivement dangereux et il faut faire attention là-dedans. Donc si on regarde un peu du côté du SP500 en daily, qu'est-ce qu'on mentionnait là, évidemment on avait closé over le all-time high la semaine précédente. On a continué à grinder ça. Je vais juste attirer votre attention sur la façon que cette semaine ça s'est printé. On n'a jamais fait l'ouverture de dimanche, et ça c'est quelque chose qui est assez rare honnêtement. L'ouverture, à l'exception de lorsqu'on est excessivement bullish, là. Puis là, vous allez me dire, ben, on est excessivement bullish, on est en all-time high, je suis plutôt d'accord, mais quand même. Mais regardez, l'ouverture de dimanche ici a été littéralement le low de la semaine. Donc, higher low, higher low, higher low, higher low. Ça, là, c'est pas quelque chose qui est très sain. On veut voir un price action sain doit aller liquider les lows précédents avant d'être propulsé plus haut. Ou sinon, on a tendance à voir ça dans des gros moments d'expansion, un peu comme on a eu sur le break. Tu sais, quand tu décolles big time, c'est normal que tu n'ailles pas liquider le lot précédent. Mais quand tu grindes en consolidation comme ça et que tu laisses comme 4-5 higher low, c'est quand même pas très sain. À l'inverse, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ben, on a fait plusieurs higher highs sans nécessairement être capable de prendre l'expansion. À chaque fois, on a retracé. Et ça, c'est un autre élément qui est quand même assez dangereux. Donc, ça a été quand même ça. Je veux dire, on avait tracé la ligne rouge ici qui était le bloc potentiel en monthly. Évidemment, là, on n'a pas eu de respect de ça rapidement. On n'a pas vu la réaction. Donc, on s'en est pas trop occupé. Sinon, on a continué à grinder vers des all-time high. Et comme je l'ai dit, à partir de mercredi, là, la force a été rapidement devenue faiblesse très rapidement. Par contre, on n'a pas eu la continuation que personnellement j'aurais aimé avoir. Du côté du Nasdaq, on l'a vu vraiment là, cette semaine beaucoup plus faible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une divergence autant importante. Je le répète, mais la saison des earnings est quand même un facteur là-dedans, évidemment, là, avec les résultats qui sortent. Ben, ça, là, souvent, on voit des divergences plus grandes au travers des trois différents indices principaux. Mais il reste que j'attire juste votre attention sur la divergence. Là. À partir de mercredi, le Nasdaq a fait des lower high et des lower low, alors que le SP500 de son côté a continué à faire des higher high et des higher low. Donc c'est une divergence qui est très importante. On a quand même réussi à aller chercher, là, on était déjà en all-time high, mais je veux dire, ce niveau-là, je vous avais parlé comme c'était notre target sur le upside si on continue à être fort. On était plus fort en début de semaine et plus faible pour la deuxième portion de la semaine. Qu'est-ce qui nous amène dans une situation qu'on va regarder ensemble tantôt? On va faire un petit tour du côté des références, principalement le dollar US.
Écoutez, le dollar US a été un des facteurs encore cette semaine qui était excessivement complexe. C'est très, honnêtement, je me souviens pas, ben, je dis souvent ça, là, mais juste en voulant dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu un read aussi complexe que ça à avoir sur le dollar US. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, là, quand on sort, exemple, de cette consolidation-là, quand on sort d'une consolidation, il y a deux choses que je vais surveiller. Si mon bias est à l'opposé, souvent, qu'est-ce que je vais regarder? C'est, OK, une prise de liquidité et une réaction qui va le ramener vers la vraie direction. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on regarde dans une consolidation? C'est, OK, est-ce que c'est un breakout ou est-ce que c'est un fake out? Si c'est un fake, on est confiant qu'on va reverse puis qu'on va vraiment accélérer, donner la vraie direction sur l'opposé. À l'inverse, si c'est un breakout, tu es confiant généralement que tu retestes et tu follow through. Qu'est-ce qui est arrivé ici sur le dollar US? C'est qu'on a eu une consolidation de 2 semaines et demie, 3 semaines, qui était vraiment difficile à lire parce que, écoutez, on avait printé high, low sur un non-farm payroll ou un CPI, c'est un vendredi, donc sur un non-farm payroll. Et par la suite, on surveillait le break de ce range-là. On a breaké. On était confiant que si on holdait over le void ici, en weekly, on pouvait follow through vers les targets. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a recommencé à ranger de la même façon que celle-là. Donc, littéralement, là, à partir de début décembre, il y a comme 2 journées où ce qu'on a une direction sur le dollar US. Donc, vous pouvez pas tu sais, ça sert à rien de vous casser trop la tête à dire pourquoi que c'est difficile actuellement, pourquoi j'ai de la misère. Évidemment, il faut quand même plonger là-dedans puis trouver des réponses. Mais le dollar US doit être un énorme facteur dans ce qui se passe actuellement. Et pas juste doit, il est un énorme facteur dans ce qui se passe actuellement. Le fait de voir ce dollar US-là aller un peu nulle part, travailler dans un range, higher high, lower low, higher high, lower low, fait en sorte qu'on ne peut pas être encore excessivement confiant pour une direction ou une autre sur les indices. Donc, ça a été encore la même chose cette semaine, puis j'irai même plus loin, là, ça a été quand même une bonne fuckery, parce que honnêtement, c'est quoi, c'est mardi en fait, mardi lorsqu'on a breaké ce 1, 2, 3, cette petite consolidation-là, on avait dippé overnight et on a repay up. Personnellement, à ce moment-là, j'étais très, très, très confiant qu'on accélère sur le dollar US vers les targets. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le lendemain matin, boom, gap down, on a fait un lower low. À ce moment-là, OK, est-ce que ça, c'est un fake out et on prend de l'expansion sur le downside? Eh bien, la réponse, c'est non. On a trouvé support et on est revenu où? En plein milieu du range. Donc, le dollar US, en ce moment, complique la tâche de pas mal. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Mais je voulais prendre le temps d'en discuter là quand même pour la semaine passée. Le VIX, on l'a pas vu faire grand-chose cette semaine. C'était un des facteurs, c'est une des raisons pour lesquelles oui, on était un peu plus une approche, pas nécessairement bearish, mais on voulait avoir un peu de faiblesse. Le VIX était un des facteurs pour que j'y fasse confiance. On devait avoir un VIX qui se lousse un peu. C'est pas ce qu'on a vu. On est allé fil le gap de la semaine passée et après ça, on a retrouvé un bid. On demeure vol up, indice up, mais on n'a pas vu l'explosion ou du moins l'accélération sur le VIX qui était nécessaire pour faire confiance à un downside. Donc, on n'en a pas trop profité. Ça ressemble à ça pour le petit overview. Honnêtement, c'était une semaine vraiment là, challengeante, je le répète encore une fois. Maintenant, celle qui nous attend, par contre, est encore une fois excessivement complexe. Honnêtement, ça pourrait brasser un peu cette semaine. 2 des 3 plus gros événements là, critiques du marché qui sont combinés cette semaine. Lundi, absolument rien qui se passe. Donc, sérieusement, là, je ne pense pas vraiment trader demain. Pourquoi? Parce que on est dans une semaine non-farm payroll, on est dans une semaine FOMC, donc les journées précédant ces événements-là, excessivement complexes de faire confiance à quoi que ce soit. En plus de ça, lundi, absolument rien. Donc sérieusement, là, à moins qu'il y ait de quoi de A+, on va quand même trader, on va quand même regarder, mais ma confiance n'est pas très élevée. On continue ça mardi avec le Consumer Confidence, quelque chose que j'aime bien transiger autour de 10 heures, sauf que c'est précédent un FOMC, donc juste en être conscient. GOLTS, Job Opening, quelque chose aussi qui pourrait brasser, donc autour de 10 heures, une belle volatilité possible mardi. Mercredi matin, ADP Non-Farm Employment Change qui précède toujours les semaines Non-Farm Payroll, donc à 8h15, soyez conscients de ça. Les PMI à 9h45 et le FOMC à 14h. Écoutez, avec la conférence de presse à 14h30, évidemment. Écoutez, là, les FOMC redeviennent quand même assez
critique actuellement. Pourquoi? Parce que avec le statement que la Fed a fait avant les fêtes, disant que, OK, la bataille contre l'inflation était pratiquement gagnée. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Ils ont commencé à parler de coupures possibles en 2024 et tout le monde s'est excité quand même assez rapidement. Par contre, qu'est-ce qu'on voit depuis ce meeting-là? C'est des données économiques qui continuent à être résilientes. C'est des Fed speakers qui font des statements dans les petites conférences qu'il y a ici et là au cours des semaines, qui mentionnent qu'on n'est pas prêt à couper. Donc, il y a beaucoup de divergences avec qu'est-ce qui a été dit. Et c'était la première fois qu'on le voyait vraiment comme, OK, on crie pratiquement victoire, là, et c'est pas ce qui se transgresse actuellement du tout dans les commentaires des différents Fed speakers, ainsi que dans les données économiques. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que J-Power va nous sortir mercredi après-midi. Attendez-vous à une bonne volatilité, à mon avis, là. Post-conférence de presse. Donc, personnellement, mercredi matin, là, peut-être en pre-market qui pourrait avoir un intérêt si c'est A+++, mais sinon, je ne vais pas trader là, jusqu'à après la conférence. Donc, très, très critique cette semaine du côté de la Fed. Je ne m'attends pas à ce qu'ils coupent, je ne m'attends pas à ce qu'ils montent. Ils vont probablement rester... tu sais, l'annonce du chiffre ne changera pas grand-chose. Ça va mettre le discours, comment ils approchent la suite, qui va avoir un intérêt. Jeudi, CPI européen, je vais avoir un petit œil là-dessus, jobless claim habituel, quelques PMI encore une fois, ISM Manufacturing Employment aussi, les PMI à 10 heures. Donc, c'est vraiment stacké là, cette semaine. Et on finit ça avec quoi? Vendredi, non-farm payroll. En plus de ça, on a le Michigan Consumer Expectation à 10 heures. Sérieusement, c'est l'année est jeune, là, mais il n'y aura pas beaucoup de semaines autant remplies que ça. Côté calendrier économique, le non-farm payroll devient vraiment, vraiment crucial aussi. C'est une des données les plus importantes actuellement. Je m'attends à une grosse volatilité associée à ça. Et si jamais il se passe pas grand-chose dans la semaine, même si on a plusieurs nouvelles, je m'attends à ce que vendredi aura un énorme potentiel directionnel avec le non-farm payroll, un des éléments, un des 3 événements les plus critiques du marché. Personnellement, je vous dirais que c'est ma préférée. Donc, à surveiller là, en pre-market vendredi et autour de 10 heures. Comme si le calendrier économique ne serait pas assez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est une des plus grosses, sinon la plus grosse semaine côté earnings. Les méga caps qui reportent le résultat cette semaine. On a AMD, Pfizer, UPS, on a Microsoft, Google, Starbucks, Boeing, QCOM, Mastercard. Écoutez, je ne vais pas toutes les passer, là, mais les plus importantes. Amazon, Apple, Meta. PLTR contre Piton, pardon, qu'on trade à l'occasion aussi. Exxon, Chevron, AbbVie. Donc, sérieusement, c'est la plus grosse semaine. Là. Énorme semaine côté résultats financiers. Encore une fois, c'est intéressant, là, les grosses compagnies qu'on surveillait, là, Tesla la semaine passée, etc., ont quand même démontré une certaine faiblesse. Là. Je ne vais pas généraliser, mais c'est la première fois depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on s'attend à une certaine faiblesse dans les earnings, et à chaque fois, on a des master beats tout le temps. Et à date, j'ai vraiment hâte de voir la semaine qui nous attend, parce que ces grosses compagnies-là ont un énorme impact sur le marché. Les conference calls aussi, là, les guidance qui vont être livrés durant les discours d'après résultats vont être assez critiques et je m'attends de voir une belle volatilité overnight cette semaine due aux résultats économiques qui vont sortir. Avant d'aller plus loin avec la préparation pour la semaine, je vous invite encore une fois à visiter le site web. C'est la dernière semaine, en fait, il vous reste 4 jours pour profiter des prix actuels. Après ça, le 1er février, les prix vont augmenter. Donc, formation unique au Québec, venez nous rejoindre, venez voir qu'est-ce qu'on fait dans le Discord, c'est gratuit, vous allez voir qu'on est différent. Donc, c'est la dernière semaine pour profiter des prix actuels. Maintenant, si on regarde du côté du SP500, premièrement, là, je vais commencer par vous mentionner, parce que j'ai eu beaucoup de messages qui étaient comme « Hey, la semaine passée, tu parlais d'une fenêtre de faiblesse / non-force, tu favorisais peut-être le downside. » Absolument, c'est ce que je voulais voir, mais on l'a pas vu. Donc, oui, c'est vrai qu'on a pris des positions de départ dans le break, qui étaient des trades un peu plus agressifs, mais c'est plus dans un mode de swing. Le day trading et le swing, oui, on utilise les mêmes concepts, la même compréhension, mais c'est une gestion de risque qui est différente et une façon de rentrer qui est différente aussi. Donc, oui, on a pris des shots short qui n'ont pas fonctionné pour le moment, mais ça n'a pas impacté notre day trading. On a eu une solide semaine, 4 Green Day, on a fini ça en très grosse force encore une fois cette semaine. Mais, tu sais, cette fenêtre-là, c'est juste un moment où ce que tu veux voir quelque chose se réaliser.
À partir du moment où tu planifies ça, tu surveilles telle chose, et c'est telle chose-là, c'est quoi? C'est le dollar US, les relations intermarchés, le VIX, est-ce que la volatilité se réalise? Est-ce que la volatilité va on-pin? Si ces éléments-là ne se concrétisent pas, ben cette fenêtre-là, c'est pour ça que je dis que c'est pas une fenêtre de faiblesse, c'est une fenêtre de non-force. Tes marchés ne sont pas soutenus ou sont moins soutenus que dans une semaine pré-OPEX, mais ça veut pas dire non plus qu'ils peuvent pas aller plus haut. Donc, tu sais, c'est juste un moment où ce que tu veux voir certaines choses se réaliser. Si ces choses-là se matérialisent pas, ben évidemment on va pas forcer les choses, donc c'est important de le comprendre. Étant donné qu'on n'a pas réussi à voir cette faiblesse-là ou ce retracement-là la semaine dernière, cette semaine est encore une semaine où la fenêtre est entre guillemets ouverte. Par contre, le fait qu'on grind comme ça me met plus dans une optique où on pourrait voir un certain retracement. C'était déjà ça qu'on avait en tête. Là. Je vous parlais pas de sell-off complet, mais je vous parlais peut-être là, quand même de l'eau un peu plus important dans ces zones-ci. À partir du moment où qu'on est ici, qu'on a rebreak over les all-time high, la première étape qu'on va surveiller, si jamais on a de la faiblesse, ça va vraiment être le void qui est ici. On va aller voir ça en weekly, juste pour que vous compreniez. Tu sais, puis je vous l'avais mentionné, là, cette down candle-là était un bloc qui allait probablement être créé. Et là, on l'a vraiment confirmé avec l'expansion sur le upside. À partir de là, on a créé notre void en weekly. Donc, comment qu'on va réagir là-dedans, ça devient critique. C'est notre première zone d'intérêt. Le top du bloc va être la deuxième et la troisième si on va en daily. Vous allez voir que c'est le void qu'on avait déjà identifié la semaine passée et qui était notre élément de confirmation avant de vouloir shorter. Qu'est-ce que je vous avais donné? Je vous avais donné ce niveau-là. Je vous avais dit, OK, si on a de la faiblesse, on veut breaker under, retest et accélérer down. Ça, c'est ce qu'on voulait voir. C'est encore une possibilité, mais personnellement, j'aimerais premièrement voir une visite de cette zone-là cette semaine. Si on continue à comme rider comme de cette façon-là, ça devient vraiment, vraiment complexe. Donc, personnellement, j'aimerais voir un retracement en début de semaine ou sur la fin de la semaine, dépendamment des nouvelles, comment qu'on va driver ça. Mais ça devient là notre zone de référence cette semaine. J'irais même plus loin que ça. Si jamais on est capable de closer cette semaine là-dedans, personnellement, je vais regarder éventuellement pour peut-être rejouer le upside. Alors que la semaine passée, je vous disais que si on breakait le all-time high, j'avais zéro intérêt de jouer long. Par contre, si on a un pullback à l'intérieur du moment où qu'on l'anticipe et qu'on hold de la bonne façon, ben là, je suis intéressé de rejouer le upside vers, encore une fois, les new all-time high. Donc, c'est l'approche que j'ai cette semaine. Si jamais on décide d'aller plus haut, encore une fois, c'est le même processus. On se paye sur le all-time high break, sur des higher high. On se paye rapidement. C'est vraiment le point à comprendre ici. Fais juste attirer votre attention en une heure sur qu'est-ce que personnellement, je m'attends à ce qu'il soit vraiment un trade A+, qui se dessine potentiellement cette semaine. Vous voyez ce pattern-là que tout le monde voit. Personnellement, j'aimerais, je ne sais pas si on va aller up first ou si on va aller down first, mais je vous donne ça ici. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est ce niveau-là. C'est rare que je rentre dans les détails intraday sur les indices, mais c'est trop joli pour ne pas vous le partager ici. Ça, ici, ça m'agace. La semaine passée, c'est la raison pour laquelle, en plus, j'aimais vraiment peut-être une ride down vers ces niveaux-là, qui est juste en haut de notre sweet spot que je viens de vous expliquer. Si on a allé up first, personnellement, je regarderais pour un short. Si jamais on reverse, je ne vais pas shorter le breakout, mais si on trouve une faiblesse dans ce breakout-là, personnellement, ça va avoir été probablement juste une prise de liquidité, un fake-out qui va jump in tout le monde long avant de revoir cette trendline-là être attaquée et probablement ces lows-là. C'est vraiment là-dessus que je vais focuser cette semaine. Si jamais on arrive en début de semaine et qu'on voit de la faiblesse en premier, c'est-à-dire le break de la trendline. Puis, by the way, je travaille pas avec les trendlines. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que tout le monde voit et où est-ce que la liquidité réside. Quand je vous dis qu'on a vraiment travaillé d'une façon qui n'est pas saine cette semaine, c'est un bel exemple. N'importe qui a joué le dip long ici, encore en vie, encore en vie, encore en vie, encore en vie, encore en vie. C'est pas sain de voir ça. On va liquider ces lots-là. Par la suite, vous voulez surveiller la réaction. Est-ce qu'on accélère vers ça ici ou est-ce que la simple trendline est suffisante pour nous ramener plus haut? L'ordre des choses va être un facteur encore plus important. Si on va up first, je suis confiant qu'on revienne là. Si on break ça first, ben, je deviens un petit peu, je suis confiant là-dedans. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on va voir par la suite
un rebond intéressant. Est-ce que ça va être cette semaine, la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais faites juste surveiller la réaction sur la trendline et sur le high. Où ce qu'on va aller en premier va probablement être le fake move, entre guillemets, ou du moins les chances sont assez bonnes que ce soit ça. Donc voilà pour le SP500, c'est ce que j'anticipe cette semaine. Du côté du Nasdaq maintenant, c'est sûr qu'il faut quand même prendre en considération la faiblesse et la divergence qu'on a sur les highs actuellement. Je veux pas faire de comparaison, je doute que ça soit qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Mais si, je vais juste le faire rapidement, là, pas sans perdre trop de votre temps. Si vous regardez IS ici sur les highs, lorsqu'on a amorcé le dernier vrai pullback un peu plus important, là, regardez comment que Nasdaq, ici, le high du 19 novembre a jamais été breaké et on a fait juste des lower high ensuite, alors que du côté du Nasdaq, on avait, et là, est-ce que je suis à bonne place? Absolument pas. Mais c'est la même chose. Donc, je trouvais ça que c'était bizarre un peu. Si vous regardez à partir du 19 juillet, OK, le high sur Nasdaq versus les highs sur IS. 19 juillet qui est celui-là ici. Donc, vous voyez la divergence qui s'est bâtie. On a fait plusieurs higher highs sur IS, alors que Nasdaq, lui, avait commencé déjà à démontrer sa faiblesse. Je vous dis pas qu'on est en train de topper de la même façon, je vous dis juste que c'est une possibilité. Donc, le fait de voir une certaine faiblesse sur Nasdaq versus les autres indices pourrait être un signe, mais c'est juste là, c'est juste de la spéculation ici et à surveiller. Si jamais on se met à spiker les highs cette semaine, je ne vais pas comme tomber en bas de ma chaise non plus. Donc, c'est juste, je voulais juste vous le montrer pour que vous compreniez un peu. Quelque chose qui va être important de surveiller cette semaine, puis qui me confirmerait qu'on veut peut-être avoir un beau retracement en début de semaine ou cette semaine, le gap qu'on a fait vendredi. On a un genre de gap and go pour l'instant. Je sais qu'on a retracé, mais si on n'est pas capable d'aller passer du temps là-dedans en début de semaine, j'ai l'impression qu'on va visiter ça très rapidement. Et là, ça devient comme, entre guillemets, un peu critique. Comment qu'on réagit là-dedans? Est-ce qu'on se met à, tu sais, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est toujours surveiller la réaction. Si vous voyez que dans cette zone-là, qui est le void en weekly, puis vous avez vu aussi, il y en a plus qu'un en daily, là. Si c'est comme une chandelle ou deux chandelles, là, ça confirme la faiblesse. Et à ce moment-là, le plan pourrait un petit peu plus changer. Au lieu de parler d'un simple retracement là-dedans, on pourrait parler peut-être d'un retracement qui se met en place pour une plus longue période de temps. Peut-être aller visiter ça, peut-être aller visiter ça. Mais la façon avec laquelle le price action va bouger à l'intérieur de ça va vous donner pas mal d'indices. Donc, tu sais, si on est super agressif, mais qu'on bounce parfaitement 50%, puis qu'on, tu sais, déjà là, c'est un premier élément. Si on est comme en 2 jours, on blow ce void-là au complet en créant d'autres, à ce moment-là, ça devient vraiment une zone de résistance sur un rallye qui pourrait amorcer quelque chose de plus important. Donc, c'est la façon que je vais regarder ça cette semaine. Surveiller quand même de près cette zone-ci. Surveiller de près le gap aussi. Et si jamais on est en mesure d'aller plus haut, à ce moment-là, encore une fois, c'est le all-time high qui devient notre objectif. Mais tu sais, on a quand même 3 lower high alors que IS a fait techniquement 2 higher high. C'est un signe intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on met à la maison là-dessus? Absolument pas. Juste qu'il faut avoir les yeux ouverts là, pour le début de la semaine et enfin, évidemment toute la semaine avec tous les éléments qui sont en place. Le dollar US, je reviens encore là-dessus, on en a parlé pas mal tantôt, mais ça redevient là quelque chose de vraiment critique. Je veux juste attirer votre attention sur la précision quand même. Sur ce void-là ici, là, regardez le close des chandelles. Regardez, je sais qu'on a wiki plusieurs fois, mais le close des chandelles, là, c'est lui qui vous dit vraiment la vérité. Et ici, là, il démontre clairement un support sur ce void-là. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à dire que le dollar US va reconnaître une grosse faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de pullback, peut-être même revenir taper là-dedans. Qu'est-ce qui extensionnerait probablement là, cette faiblesse du dollar-là et ce blow-off des indices-là jusqu'à encore peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais je le vois mal vraiment complètement rejeté. Donc, à surveiller, c'est encore la même chose. Écoutez, le high du range, le low du range, on va surveiller comment on travaille là-dedans. Le target sur le dollar US, si jamais on a à avoir de la force, c'est 104,262. Le double top qui est là, le double top qui est là, le void en monthly. Donc, on veut le voir attaquer là-dedans et voir comment on va réagir par la suite. Donc, tu sais, encore une fois, là, la fenêtre de temps joue un rôle important parce que, tu sais, si tu break over ces niveaux-là sur la fin d'une fenêtre de faiblesse, si on peut dire, est-ce que ça veut dire que ensuite tu retraces et que là, tu as vraiment liquidé ça
et que finalement le bias demeure bearish avec juste un retracement. Et là, tu as un dollar qui faiblit avec les indices qui ont eu un pullback. Qu'est-ce que ça te donne? Ben, ça te donne un méchant beau bias pour encore une certaine période de temps. Donc, tu sais, exemple qu'on break ça cette semaine, puis qu'on réagit, exemple vendredi sur le non-farm payroll super violemment sur le downside, une grosse rejection, ben à ce moment-là, puis exemple que les indices sont dans les niveaux que je vous ai mentionnés tantôt, à ce moment-là, on tient quelque chose de vraiment solide pour une bonne période de temps. On deviendrait extrêmement confiant short dollar US et probablement extrêmement bullish sur les indices. Donc, tu sais, tout doit être réévalué selon le timing. Et en ce moment, c'est pas mal ça. Le dollar US, le problème, c'est qu'il ne nous donne pas de direction. Qu'est-ce qui rend plus complexe de faire confiance aux indices. Donc, cette semaine, c'est assez simple. Vous saurez le swing high de mardi et le swing low de mercredi, voir qu'est-ce qu'on take out en premier et comment qu'on réagit sur le break de ce range-là. Donc, c'est pas mal ça pour le dollar US. Du côté du VIX, j'attire quand même votre attention. Je sais que, oui, il n'a pas levé de la façon qu'on le voudrait, mais on a quand même encore fait higher high durant la semaine versus le high de lundi versus le high de vendredi. On a encore un higher high. On a fait un higher low versus le low de la semaine passée ou de là 2 semaines. Donc, vol up demeure encore en place alors que les indices sont up aussi. Donc, vol up, indice up sur une aussi longue période de temps, c'est des éléments qui sont dangereux. Donc, je le répète, encore et encore, mais tu sais, vous devez surveiller ça. Vous devez être prudent. Vous ne devez pas tomber dans le piège de dire hey, j'achète puis je hold les yeux fermés. Écoutez, selon votre stratégie, ça peut peut-être fonctionner, mais je vous dis juste que c'est d'être prudent actuellement, que c'est excessivement dangereux. Un autre élément qui n'est pas trop en confluence avec ce qu'on voit actuellement, c'est les yields. On a yields up, dollar up, VIX up, indice up. Ça lag extrêmement beaucoup, ce genre de choses-là, mais il faut quand même en être conscient. C'est sûr qu'il n'est pas en parabolique, donc tu sais, je le répète souvent, mais quand tu n'as pas un mouvement qui est vraiment parabolique, là, comme sur les yields, c'est rare que ça va se transposer à court terme dans les indices. Ici, on est plutôt en grind, on n'a pas de grosse expansion, là, donc c'est ce qu'on voit sur les indices, ça n'a pas d'impact, on s'en occupe pas actuellement, jusqu'au temps que ça en ait une. Donc, surveillez si on peut prendre l'expansion up sur l'expansion down, sûrement là, une volatilité associée au FOMC et au non-farm payroll qui vont sortir cette semaine, donc soyez-en conscients. Maintenant, si on va voir du côté de quelques titres, avec toutes les earnings cette semaine, personnellement, les stocks ne m'intéresseront pas beaucoup. Apple, quand même intéressant là, de voir si on peut flipper ce gap-là et voir des new all-time high. Donc ça, c'est à surveiller assurément là, du côté d'Apple qui reporte ses earnings cette semaine. On a aussi Amazon que j'ai à l'œil. Si vous voulez surveiller là, le swing low qui est ici, évidemment, là, avec les earnings, ça change un peu la donne. Là. Mais j'aimerais, tu sais, je trouve que les lows ici m'intéressent éventuellement. Si on est capable d'avoir de la faiblesse, j'aimerais jouer Amazon sur le short side. Sinon, sur le upside, on a le petit gap qui traîne autour de 163 et le swing high autour de 170 qui pourrait être un beau target sur le upside. On a aussi un titre que je vous avais donné une couple de semaines déjà, là, du côté d'RBLX. Est-ce que les earnings c'est cette semaine, le 7 février, donc dans 2 semaines? Je vous mentionnais à ce moment-là que ce genre de flag-là risquait de break it down, ou up. Là, je disais j'aimerais mieux qu'il break down pour que ce soit un fake-out. Par contre, ça a quand même été un break assez violent. Vous avez vu, on avait tracé cette zone-là qui est un void en weekly. C'est là qu'on a trouvé du support. Et maintenant, on tente de revenir. Donc, j'aime quand même le potentiel. Là. Évidemment, ça demeure un titre extrêmement volatile, très dangereux. Il faut que vous soyez conscient du risque. Mais si on est capable de trouver support là-dedans, sérieusement, j'aime vraiment, vraiment le potentiel pour un monster push vers le high ici autour de 47. C'est un titre que je surveille depuis quand même un bon moment. Je vous en parle souvent. Donc, juste surveillez ça. J'aime le potentiel pour un pop là, bientôt sur RBLX. Et je finis ça avec un titre un peu plus long shot. Là. Vous allez dire, ouais, Visa, c'est assez safe. Oui, je suis d'accord avec vous autres. Mais j'aime potentiellement, je dis bien potentiellement, un certain retracement à court / moyen terme. Là.
Je sais que ça semble peut-être un peu très très loin, là, le niveau que je vais vous donner, mais surveillez ce triple bottom-là autour de 2,27. Je vous dis pas qu'on s'en va là en 2 jours, là, mais j'aime quand même là, qu'est-ce qu'on a fait sur les earnings. Gap down, rally, on file le gap et on a eu une autre réaction down. Donc c'est assez simple. Là. À partir de là, je veux pas le voir refaire de new high. Pas juste de new high, mais de higher high. Donc qu'est-ce que je voudrais voir, c'est une faiblesse qui embarque relativement quick. Et évidemment, là, avant de se payer juste là-bas, je vais surveiller là, comme ces niveaux-là, qui seraient un target 1, par la suite, ces lots-là ici. Donc, tu sais, juste surveiller ça pour potentiellement un retracement qui pourrait ne pas fermer la porte vers quelque chose de plus gros. Mais encore une fois, là, évidemment, avec ce que je viens de vous donner sur les indices, on parle de retracement first et on verra pour la suite. Mais juste avoir visa à l'œil au cours des prochaines semaines. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup d'infos là-dedans, encore une fois, cette semaine. Ça risque d'être une semaine extrêmement explosive, mais ne faites pas l'erreur que j'ai déjà faite trop longtemps. C'est-à-dire, hey, le calendrier économique est stacké, on a des nouvelles tous les jours, FOMC, non-farm payroll, les earnings, ça va être malade, ça va être super volatile. Oui, mais personnellement, c'est plutôt l'inverse maintenant. Je suis comme, oh shit, ok, on va avoir vraiment là, de la volatilité. J'aime la volatilité, mais il va falloir gérer notre risque de façon plus tight. Il va falloir être plus patient. Il va falloir vraiment sniper nos entrées. Il va falloir savoir quand est-ce qu'on veut trader. Ça, on le sait, mais il va falloir l'appliquer vraiment là, sans faute parce que ça peut devenir hors de contrôle très rapidement si vous êtes juste en machine gun à essayer de frapper cette volatilité-là. C'est là que ça peut devenir très dangereux et trigger des émotions que vous ne voulez pas voir ou que vous ne vouliez plus voir. Donc, ça serait ça pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Venez nous rejoindre sur Discord, 7 jours gratuits. On est live tous les jours, 3 fois par jour. Let's go. Bonne semaine tout le monde.